Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre nouveau rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En Quête de Sens. Aujourd'hui, nous allons aborder l'enseignement du fait colonial. Nous avons fêté il y a quelques semaines, quelques mois, les 60 ans de l'indépendance du Congo. L'occasion de se demander si nos sociétés sont encore racistes, et si elles le sont, est-ce à cause d'un manquement d'enseignement de ce fait colonial, de ce passé de colonisateur? C'est ce que nous allons demander immédiatement à nos invités. L'histoire dira un jour son mot. Ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera aux Nations Unies, à Washington, à Paris ou à Bruxelles, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire. Patrice Lumumba. Aujourd'hui, pour parler de tout cela, j'ai le grand plaisir de recevoir deux invités. Mireille, bonjour Mireille. Bonjour. Mireille Tchaoussi-Robert, vous êtes auteure, formatrice et chercheuse associative. Depuis 2015, vous assumez la présidence de BAMCO, ASBL, un comité de femmes pour l'égalité, la justice et l'équité raciale. Et avec nous également, Romain Landmeters. Bonjour Romain. Bonjour. Doctorant FNRS en histoire contemporaine à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Vous êtes également chercheur au Centre de recherche en histoire du droit, des institutions et de la société. Et parallèlement à vos recherches fondamentales, vous vous intéressez à cette question de l'enseignement de l'histoire coloniale en Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles. On va revenir avec vous dans quelques instants. Je vais commencer avec Mireille. Mireille, dites-nous, est-ce que notre société est encore raciste ? Malheureusement, oui. Malheureusement, sinon, oui. on n'aurait pas besoin de BAMCO. On n'aurait pas besoin de ces associations-là. Moi, je suis éducatrice à la base, donc je ne me retrouverai même pas à piloter une telle association. C'est que nous avons eu des siècles d'esclavage, de la colonisation pendant près d'un siècle, et il n'y a pas eu une réelle rupture, qu'elle soit sémantique, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit vraiment sociétale, entre le moment où on considérait les Noirs, les Africains comme étant inférieurs, et le moment où on se met à les respecter. Il n'y a pas eu un grand moment comme la propagande coloniale, un grand moment de contre-propagande coloniale. Il n'y a pas eu. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas penser que d'un coup d'un seul, on serait devenus des antiracistes. Est-ce que c'est possible que cela advienne ? Tant qu'on n'aura pas ça, vous dites, est-ce que c'est en train de se former tout doucement ou pas ? Oui, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs événements internationaux et nationaux qui font que le roi présente ses regrets, par exemple. Certains ministres proposent des actions décoloniales. Donc je pense que la société est en train d'évoluer. On est dans un momentum important et intéressant. Et nous, chez PAMCO, on est très contents. Alors, ce fait d'enseignement, justement, du fait colonial, de ce passé de colonisateur, tel que le défend Romain, on va le voir dans quelques minutes, est-ce que vous êtes pour aussi? Est-ce que ça va passer par là aussi, par l'enseignement et par l'information aux jeunes? J'ai envie de dire même aux moins jeunes, parce que moi, personnellement, on y reviendra, je n'ai absolument jamais appris à l'école l'histoire coloniale de mon pays, évidemment. Oui, c'est pour ça qu'on attend des associations de faire de l'éducation permanente pour justement toucher les aînés que nous sommes. Bon, ce qui a déjà commencé depuis des années. Mais maintenant, sur le plan scolaire, ça devrait être une obligation. Je pense que ça devrait être obligatoire, que ce soit la question écologique, la question féministe ou la question antiraciste. Je pense que ce sont des données de base pour acquérir les normes de respect lors des interactions raciales. Parce qu'en fait, on ne veut pas parler de racisme, de race, de racialisation. Ce sont des mots tabous que certains disent en chuchotant. Mais en réalité, on en est là. C'est que les gens n'ont pas acquis les codes d'interaction respectueuse entre différentes, entre guillemets, races. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de race. Oui. Et d'où le malaise. Comme vous dites, on n'ose pas prononcer les mots, on n'ose pas les dire, mais en ne les disant pas, on élude complètement cette partie de l'histoire. Oui, parce qu'en fait, quand on dit race, les gens pensent à race biologique, ce qui n'existe pas, mais la race sociale existe. C'est-à-dire que dans le regard de l'autre, on est traité différemment du fait de sa prétendue race. Très bien. On reviendra évidemment avec aussi tout cet aspect de race, de blackface contre lequel vous vous battez. Romain, pourquoi connaissons-nous si mal ce passé? Pourquoi est-ce qu'on ne nous l'a jamais enseigné à l'école, comme je le disais? Est-ce qu'il y a un lien avec cette indépendance dont on parlait en introduction il y a 60 ans, si mal préparée en juin 60?
Alors, pourquoi n'a-t-on pas enseigné pourquoi n'a-t-on pas enseigné l'histoire de la colonisation en Belgique? Je dirais pas qu'on ne l'a pas enseigné, je dirais qu'on a perpétué pendant très longtemps une histoire qui était la suite de la propagande coloniale qui avait été surtout développée et modernisée durant les années 50 et donc jusqu'au moment de l'indépendance, et que à la suite, on a dans les manuels repris un certain nombre de clichés, de modes de pensée, de manières de présenter les choses qui résultaient de la propagande coloniale. Alors depuis, je vais dire, une vingtaine d'années, il y a un nouveau référentiel qui existe en histoire, et ce référentiel n'imposait pas aux professeurs du secondaire, de 5e et 6e secondaire, d'étudier l'histoire de la colonisation spécifiquement belge. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'aborder l'histoire de la colonisation, mais le volet belge n'était pas obligatoire. Et comme il était déjà plutôt mal connu de la part des étudiants universitaires, eh bien, il y a un résultat qu'on n'a pas ou très peu enseigné l'histoire de la colonisation belge, spécifiquement belge, dans les écoles secondaires, en tout cas en Belgique francophone, mais je pense qu'il y a un parallèle qui peut également être fait du côté néerlandophone. Il n'y a pas d'outils aussi. Est-ce que les professeurs, certains s'y mettent entre guillemets par intérêt pour cette question-là, mais est-ce qu'il y a des bons outils, ou est-ce qu'il faut aussi retravailler ces outils-là ? Je pense que des outils existent. J'en connais plusieurs. Autour de 2010, donc du cinquantenaire de l'indépendance, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont eu lieu et qui ont produit des différents manuels, des DVD qui rassemblaient des documentaires, des films. Le problème, à mon avis, c'est plutôt la diffusion, l'accès à ces différents supports de la part des professeurs. Et je pense qu'une des volontés au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est notamment de procéder à une numérisation des différents supports et de les améliorer ou de les compléter. Alors pour enseigner le fait colonial et pour l'apprendre, vous disiez aussi qu'il faut comprendre d'abord la construction de cette idéologie coloniale. Je vous propose un extrait pour se mettre dans le bain. C'est un film d'animation qui s'appelle Caoutchouc rouge, rouge coltan, réalisé par Jean-Pierre Grillet. On se retrouve juste après. Le cinquantenaire a été inauguré en 1905 par Léopold II, le roi bâtisseur, parfois surnommé l'arcade aux mains coupées. C'est à cet instant-là que tout a basculé. J'étais comme dans les vapes. J'ai vu, j'ai entendu toutes ces choses d'avant. Je n'étais même pas née, mais ils étaient en moi. À cette époque-là, il y a très très longtemps, peut-être 130 ou 140 ans ou plus, mes ancêtres habitent à Tchamakele, un village congolais au bord de la rivière. Les villageois vivent de la pêche, de la culture du manioc et des bananes. Ce film d'animation est d'ailleurs un outil utilisé par beaucoup et par nos collègues de Laïcité Humanisme pour expliquer le fait colonial. Il est accompagné d'un dossier pédagogique. Alors, Romain, comment comprendre la construction de cette idéologie coloniale, justement ? Comment la comprendre? Il faut déjà en parler. En fait, dans les manuels scolaires, on retrouve les grands moments de la colonisation en termes de faits. Ce qu'on a analysé et ce qu'on retrouve moins, c'est quelle est l'idéologie, quel est le message qu'on a fait passer pour convaincre, d'abord ils étaient très peu nombreux, mais un certain nombre de Belges de partir vers le Congo et de mener une entreprise de colonisation. Et cette idéologie, elle est d'abord composée de la mission civilisatrice, c'est-à-dire que nous devons partir vers le Congo pour civiliser les Congolais. Et il y a aussi cette prétendue lutte contre l'esclavagisme dit arabo-musulman, qui est en fait un moyen pour montrer que les Européens en ont absolument terminé avec l'esclavage, enfin prétendument terminé avec l'esclavage, et qu'ils doivent continuer au nom des Lumières, de la modernité, lutter
lutter contre les esclavagistes qui continuent à sévir sur le territoire africain. Donc ils allaient éduquer, ils allaient aider ces populations à vivre mieux et ils n'allaient pas du tout en faire commerce. En fait, visiblement pas du tout, évidemment, puisque Léopold II, lui, voyait cette colonisation comme dans un but purement économique. Bien oui, c'est une des choses qu'on souhaiterait qu'il soit développé, c'est le lien entre l'étude de ce qu'on appelle le capitalisme et l'étude de la colonisation, puisqu'il y a un lien étroit entre le développement dans le sens capitaliste de la Belgique, de ses intérêts et cette entreprise coloniale. Donc en fait, il serait vraiment intéressant de comprendre comment ça se développe, quels sont les intérêts économiques de la Belgique sur le territoire congolais, et pas seulement au moment de l'indépendance, mais même au moment de la reprise, au moment de ce qu'on a appelé la reprise par le Congo belge, ce qui est devenu le Congo belge, et jusqu'aux indépendances, et même, j'ai envie de le dire, à la suite des indépendances, quel est le lien entre la continuité de ce que j'appelle la mission civilisatrice dans un discours plutôt de développement dans les années 60 et au-delà, et quel est leur lien qui continue à exister avec notamment les intérêts économiques. Intérêts économiques qui amènent la construction en 1890 du chemin de fer au Congo, évidemment pour développer, comme dans le titre du film d'animation que nous venons de voir, le caoutchouc et le coltan, évidemment, qui sont deux richesses énormes du Congo. Est-ce que cette idéologie coloniale est encore un enjeu aujourd'hui? Certains disent même que c'est en passe de redevenir un enjeu politique, Mireille, avec un débat qui agite de nombreux pays européens. C'est toujours cette idéologie-là qui fait cours aujourd'hui en Europe? Je pense que les lettres de menaces que nous recevons dans l'association en témoignent bien, qu'il y a vraiment une bataille idéologique entre ceux qui veulent conserver une certaine idéologie de colonisation, de paternalisme, etc. Et ceux qui disent déjà on va parler pour nous-mêmes, donc nous, et on va proposer de voir j'ai envie de dire, l'envers du décor de la construction de cette idéologie. Par exemple, il ne faut pas oublier que le ministère des colonies, à l'indépendance, est devenu le ministère du développement ou quelque chose comme ça. Donc, on a gardé les mêmes personnes, on a gardé les mêmes employés, et on a juste changé un peu la décoration. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et donc, lorsqu'on a, comme je disais tout à l'heure, des passages comme ça, on se dit, mais à quel moment est-ce qu'il y a eu une rupture, une rediscussion, etc. et une rediscussion qui nous inclut. Donc je pense que cette idéologie, il ne faut pas oublier non plus qu'elle impacte plein de domaines de la société et qu'on peut la retrouver sur la question de l'emploi, mais on peut aussi la retrouver dans des domaines beaucoup plus intimes. Je parle beaucoup avec des couples mixtes qui nous parlent de comment le racisme impacte leurs liens intimes et leurs liens familiaux, même avec son propre enfant métis. Une maman me dit, parfois je me rends compte après coup que j'ai eu des réactions racistes. Donc c'est quelque chose d'inter-individuel, mais c'est quelque chose aussi de structurel. Et sur le plan structurel, il y en a, comme on dit, qui ne veulent pas lâcher l'affaire parce qu'évidemment, il y a des intérêts derrière et que les intérêts, ils ont cours encore aujourd'hui. Je pense que si il n'y avait pas d'entreprise belge au Congo, si on n'avait pas des relations plus ou moins privilégiées avec le Congo, eh bien, le débat se passerait peut-être autrement. Et bien sûr, on défendrait la mémoire, etc. Mais par rapport à ici et maintenant, aujourd'hui, il y aurait peut-être d'autres enjeux qui sont des enjeux de privilèges blancs ou la redistribution des richesses telles qu'un emploi, un logement décent, etc. serait en débat. Mais il y a ce lien aussi aujourd'hui de la néocolonisation et certains tenants de l'idéologie coloniale aimeraient bien continuer cette colonisation sous un autre nom. Les intérêts sont énormes, évidemment, voilà. Au Congo. On parlait du coltan, c'est énorme. C'est tout ce qui entre dans la confection de nos GSM, par exemple. Exactement. Tant qu'il y aura des richesses au Congo, il y aura une idéologie coloniale. Et je pense que même après qu'il n'y ait plus de richesse et il n'y en aura jamais plus, on en parlera encore. Mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est
c'est ce nouveau mouvement, ce sont ces chercheurs, ces jeunes chercheurs qui arrivent et qui apportent aussi une autre narrative, qui sont plus inclusifs aussi, de plus en plus, pas tous. Ces nouveaux journalistes ou un peu plus jeunes aussi qui arrivent, jeunes pas seulement physiquement mais aussi dans l'esprit, et qui même de la même manière de nous aborder, propose un autre angle au sujet, ce qu'on n'avait pas avant. Pour citer un exemple très concret, on m'a toujours demandé de venir faire les interviews à Matungé. Donc ça a toujours été le point de rendez-vous. Comme un cliché, il vous fallait dans votre décor, en quelque sorte. Parce que ça irait bien. Et il y en a même qui me demandaient est-ce que je peux m'habiller en pagne ou avec le boubou. Avoir l'air la plus africaine possible pour montrer ce contraste entre eux, etc. Et dit bon, c'est un habit un peu exceptionnel pour moi parce que je ne le porte pas souvent. Si je refusais, ça devenait un peu un point de discussion. Attendez, je vais reparler avec ma rédaction, etc. Alors que maintenant, j'ai dit, écoutez, moi, c'est un point militant pour moi de dire que notre image dans les médias doit changer et qu'il n'y a pas que Matungé. Nous sommes belges aussi et la Belgique, elle est plus grande que ça. Et donc, il y a des journalistes qui commencent à comprendre ce point de vue et de dire, voilà, il faut se décentrer et accepter l'idée que notre parole, elle est métisse en soi. Oui, c'est vrai. Romain Landmeters, d'ailleurs, comment est-ce que vous vous êtes départi de cette propagande coloniale, finalement, puisque, on le dit aujourd'hui encore, on paie les frais d'une propagande dans laquelle les Belges croyaient, évidemment, leur propre propagande coloniale. Comment est-ce que vous vous en êtes départi? Comment vous avez décidé un jour de vous lancer dans cette recherche, justement, et cette envie de donner un enseignement de qualité qui revisite un peu l'histoire coloniale? Je pense que se défaire d'une propagande, se défaire de comportements racistes, c'est quelque chose qu'on doit considérer tous les jours. Oui, ça prend du temps. Dans ma pratique, ce que j'aurais peut-être dû faire aujourd'hui, c'est d'inviter d'abord une collègue, ensuite de se battre pour que mon temps de parole soit égalé de manière égale avec des personnes racisées. Mais je pense que dans ma recherche, elle vient surtout simplement d'un questionnement sur la société. Et mon questionnement, c'était d'interagir en particulier, moins que l'a fait Mireille, mais je suis rentré par ce sérail-là aussi, c'était de rencontrer des jeunes et de me rendre compte que, en fait, toutes les discriminations dont ils étaient victimes, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas ce que c'était se faire arrêter dans la rue, dans le métro. Et donc, ma question a été, mais pourquoi ma question, c'est la mise à l'écart d'une certaine partie de la population, en particulier des afrodescendants dans la société. Et je me suis demandé, puisque mon métier se porte plutôt sur le passé, de quand ça date ? Quand est-ce que ça a commencé? Comment se fait-il que l'État belge n'a pas intégré les Congolais, les Rwandais et les Burundais de la même manière? Et je ne peux pas dire que c'est un doux roman, l'intégration des Italiens, l'intégration des Turcs, des Marocains. Comment la Belgique a accueilli, comment est-elle entrée en interaction avec des candidats? D'abord, il y a quand même un gros contingent d'étudiants qui sont venus à partir de la fin des années 50 et puis du début des années 60. Et donc, ma question, ça a été de dire, OK, je vais essayer de comprendre quelle est la mise à l'écart actuelle du point de vue historique et de quand elle date. Et de quand? La réponse, c'est quoi? De quand ça date, ça? La réponse, je vous la donnerai dans quelques années. Mais... il y a de la recherche à faire. Mais, grosso modo, cette fracture, elle est peut-être aussi due économiquement, hein, comme disait Mireille, c'est qu'on a encore des enjeux là-bas importants. Un petit peu moins en Italie, où bon, le commerce est plus libre, on va pas chercher les richesses. Une des hypothèses, c'est que la Belgique n'était pas prête pour la décolonisation. Ça a été démontré par certains de mes collègues. Et que donc, on n'était pas prêt à se mélanger, en fait, puisque une des choses, et qui devrait se trouver davantage dans les manuels, c'est que toute la société congolaise, rwandaise, les sociétés congolaises, rwandaises et burundaises, depuis 1885 et puis 1919, sont des sociétés qui sont ségrégées de bout en bout. Et donc,
On ne peut pas en quelques mois décider qu'en fait on va accepter, on va défaire ses préjugés pour que une société qui était divisée se mélange tout d'un coup. Et c'était inenvisageable à la fin des années 50 que on laisse évoluer de manière libre des Congolais, des Rwandais et des Burundais en Belgique. D'ailleurs, les Belges de Belgique restaient au pays, donc ne voyaient d'un mauvais œil cette colonie finalement. Les Belges n'aimaient pas cette colonie, ne s'y intéressaient pas vraiment. Et quand les Belges sont revenus au pays, ils n'ont pas été très bien accueillis, il faut dire. Donc c'était plutôt l'affaire de Léopold II, c'est cette colonie, et nous, on n'était pas prêts non plus à l'assumer. C'est souvent un mythe aussi qu'on présente. Il est vrai qu'il y a très peu de Belges au début qui sont partis. Il y a une énorme difficulté et c'est sans doute pour ça qu'on a développé une propagande dès le début. Il y avait un réel désintérêt des Belges. Maintenant, on utilise souvent cet argument pour mettre cette thématique de côté, c'est-à-dire de toute façon, ça n'intéressait pas les Belges, ça continue à ne pas les intéresser. Donc il y a quand même, au fil du temps, le contingent de Belges et d'Européens a quand même augmenté et l'imaginaire impérial, parce que la propagande, elle vaut pour le Congo, le Rwanda et le Burundi, mais la propagande, elle est dans tous les secteurs de la société belge aussi. Et donc, je pense que de dire en fait les Belges ne s'en sont pas intéressés, c'est pas assez nuancé. Oui, voilà, on exagère. Un deuxième petit extrait de ce film pour aborder les jeunes et l'enseignement de ce fait colonial. Alors, brigadier, tu m'en ramènes 6, 12, 18, 36. Et là, une boîte de munitions encore pleine. Je vérifie. Tu as reçu 48 balles, moins 12. Le compte est bon. Allez, va me jeter tout ça à la rivière. Grâce aux efforts de persuasion de nos vaillants pionniers, le goût du travail percole petit à petit chez les peuplades primitives du Congo. Et les échanges commerciaux entre nos deux pays, égaux et libres, font désormais la prospérité de nos villes et de nos industries. Le bonheur des Congolais fera la grandeur du royaume, même si l'ambition et la gratitude ne semblent plus briller au panthéon des qualités en cette fin de siècle. Je ne doute pas que vos enfants et petits-enfants apprécieront à leur juste valeur les constructions et monuments multiples et variés que j'aurai légués à la nation. Voilà, c'est évidemment quelques clichés, mais les seules petites choses que l'on connaisse aussi, évidemment, de cette période-là, les mains coupées, les fameuses mains coupées, et puis les quelques bâtiments, enfin, ils sont quand même nombreux, qui nous restent. Est-ce que ce sont, grosso modo, tout ce que les jeunes connaissent, sans plus, Romain et puis Mireille? Oui, en effet, c'est souvent l'époque de l'EIC, de l'État indépendant du Congo, qui est abordée et qui est connue à travers ces images qu'il faut montrer. Je pense qu'il faut les montrer, mais il faut aussi expliquer que la violence durant l'État indépendant du Congo, ce n'est pas seulement des mains coupées, qu'il y a eu un panel de violence et que la violence, elle est aussi dans les esprits, elle est aussi dans la domination quotidienne, qui n'est pas nécessairement une violence physique et que donc il y a eu un arsenal assez important qui a été développé. Et je le mets en parallèle avec la période de la décolonisation. Donc c'est les deux grandes périodes, les deux périodes qui sont utilisées et présentées dans les manuels et présentées souvent dans les cours. Et que nous, ce qu'on aimerait bien, et on a travaillé pas mal là-dessus avec Amandine Leroux, c'était de prôner le fait qu'on étudie le temps long de la colonisation. Qu'est-ce que c'est la colonisation au quotidien? Quelles sont pas seulement la violence, comme je disais, physique, mais aussi quelle est la violence de vivre dans une société... Le changement en profondeur, voilà, en fait, voilà, réellement. Voilà, exactement. Mireille, question un petit peu touchy. Ces fameux bâtiments, ces fameuses statues, ces fameux noms de rues dans nos villes et à Bruxelles, qui font référence à ce passé, qui glorifient ce passé colonisateur, dont on ne s'apercevait même pas il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes commencent à savoir, demandent à comprendre? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut tout changer ou est-ce qu'il faut garder en expliquant? Les jeunes, il faut voir lesquels se posent des questions et commencent à comprendre. Moi, je dis souvent que je serais très étonnée de voir les Allemands ériger Hitler
et se demander pourquoi est-ce qu'il faudrait enlever sa statue dans la ville. Parce qu'il faut le voir aussi de mon point de vue à moi. Mon point de vue à moi, c'est des razzias, des assassinats de mes arrière-arrière-grands-parents. Donc, quand je regarde une statue de Léopold II, je vois un tueur et un génocidaire. Oui, il n'a pas levé la main tout seul, mais il en est le premier responsable. Et donc, le système qu'il a mis en place a permis cela et ça a duré beaucoup trop longtemps. Donc, évidemment, si je le vois sous cet angle-là, qui est pour moi un angle le plus logique, le plus humain, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces statues sont toujours érigées dans la ville. Parce que lorsqu'une statue est là, ça veut dire qu'on apprécie, on applaudit l'action de la personne qui est représentée. Bon, on applaudissait avant, pas maintenant, évidemment. Mais la statue est toujours là. Oui, donc, sur le plan urbanistique, ça veut dire que c'est une référence importante. Et il n'y a pas une statue, il n'y a pas deux statues, il y a plusieurs statues de colons dans la ville. Moi, je propose que ces statues aillent dans un musée. Et même s'il y a beaucoup de débats interassociatifs, beaucoup sont d'accord avec cette proposition-là, qu'elles aillent dans un musée de la colonisation. Voilà, ne pas les jeter, ne pas les mettre... Non, on ne veut pas effacer l'histoire, Voilà, c'est pas ça l'idée. Mais l'expliquer, l'idée, c'est pas ça. Et l'encadrer. Voilà, c'est un travail de mémoire. Et la mémoire, elle est évolutive, elle bouge. Donc, on peut poser ça là, et puis pourquoi pas plus de femmes qui ont participé à faire briller la Belgique, de femmes blanches, mais aussi de personnes d'origine immigrée, comme des personnes d'origine maghrébine qui ont creusé les métros, et des Italiens, etc. Et pourquoi pas des Congolais, des Rwandais, des Burundais. Donc il faut diversifier aussi notre mémoire, parce que ça fait Belgique tout ça. On parlait de la violence tout à l'heure. On prend le cas du général Storms qui a assassiné et décapité le chef Lusinga parce qu'il ne voulait pas être colonisé, pour faire court. Son crâne se trouve au Musée des sciences naturelles en Belgique, le crâne de Lusinga. La statue, le buste du général Storms se trouve dans un square à Ixelles, et les statuettes de ses ancêtres, qui ne sont pas des objets d'art, mais des objets importants et rituels, se trouvent au musée de Tervuren. Donc cette violence, elle n'est pas passée, elle est toujours présente par la néocolonisation, mais aussi ici et maintenant, symboliquement. Et donc, lorsqu'on garde la centralité sur comment le blanc se porte, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il ne comprend pas, alors on ne s'occupe pas des autres. On a une trop grande centralité blanche, et j'invite en fait, je terminerai par là, j'invite à avoir une intelligence antiraciste, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de tout comprendre pour savoir qu'un tel souffre par rapport au passé et que je dois respecter ça et laisser de la place pour la discussion. Donc, revoir notre mémoire, écouter les uns et les autres, des deux côtés, réécrire les manuels scolaires, budgétiser l'éducation permanente réellement. C'est un peu ça, en quelques secondes, Romain, pour terminer, puis on présentera quelques livres qui feront suite à notre réflexion aujourd'hui. Je voudrais surtout dire que ce n'est pas uniquement le travail des professeurs, que toute la société doit s'emparer de la question. Associations, chercheurs, mais professeurs, aussi, jeunes. L'éducation permanente, les financements au niveau de la politique de la mémoire. Il ne faut pas mettre tout. La solution ne se trouvera pas uniquement avec les professeurs, et tous, nous devons nous en emparer. Regardez, ils étudient, ils cherchent, mais là, ils sont déjà en train de dire non, mais pas uniquement nous, il y a trop de boulot. Voilà, c'est ça, ils sont déjà en train de se retirer. Alors, vite fait, pour continuer la réflexion, on va vous présenter quelques livres rapidement. Celui-ci, notamment, le Congo colonial, une histoire en question. Vous connaissez bien tous les chercheurs qui ont participé, qui ont contribué à ce livre, sous la direction d'Amandine Lheureux, avec laquelle vous travaillez beaucoup, et Guy Van Tonmech, je ne sais jamais le dire. Voilà. Un second, Racisme anti-noir, que Mireille nous a apporté. Peau noire, média blanc. Voilà. Et un petit mot sur le dernier, qui vient de sortir, Mireille. Il vient tout juste de sortir, et c'est un petit peu parler de la position des personnes qui sont dominées, donc ouvrir la voie par rapport à ça. Et tous ces livres sont présentés dans le cadre de notre formation décoloniale, auquel on peut s'inscrire à partir du 5 octobre. Donc, le 5 octobre, une formation décoloniale, on peut s'y inscrire tous et toutes, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Pour toutes les infos, www, un site internet le vôtre, .bamco.org, c'est bien ça. C'est ça. Merci à vous deux d'avoir été là pour nous parler, c'est rapide, il va falloir refaire une émission, et puis les fruits de votre recherche et de vos recherches, Romain, on ne va pas vous lâcher, vous dites non. On y reviendra. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous et une autre thématique laïque. À tout bientôt.